Ma belle-fille m'a dit « Tu ne sauras jamais ce que ça fait d'être un vrai papa ». Après que je l'ai réprimandé pour m'avoir insulté, ma femme a souri avec moquerie et a dit « Tu l'as mérité ». Je suis parti en silence, sans dire un mot. Le lendemain matin, l'inattendu s'est produit. Quand j'ai épousé Michel, je savais qu'elle venait avec une fille. Je n'ai pas hésité. J'avais 37 ans. J'étais stable dans ma carrière et prêt pour une famille, même si cela signifiait assumer un rôle qui ne m'appartenait pas par le sang. Sa fille Amber avait 12 ans à l'époque. Silencieuse, réservée, je l'attribuais à l'âge et à l'usure du divorce. Je supposais que le temps aiderait. Je supposais que l'amour aussi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à quel point l'amour peut être invisible quand quelqu'un refuse de vous voir. Je n'ai jamais essayé de remplacer son père. C'était la première promesse que j'avais faite à Michel. Je n'étais pas là pour l'effacer, j'étais là pour ajouter quelque chose, un sentiment de sécurité, de fiabilité, et j'ai tenu cette promesse de toutes les façons que je connaissais. J'étais présent à toutes les réunions parents-professeurs, même quand Amber faisait semblant de ne pas me reconnaître. J'ai payé ses bagues dentaires, je l'ai aidé à remplir ses dossiers pour l'université. Je l'écoutais quand elle pleurait à cause des garçons ou de ses notes. Je restais éveillé tard pour corriger ses essais, pour lesquels je n'ai jamais reçu un merci. Mais je le faisais parce que je croyais que la constance importait plus que les applaudissements. Peut-être que c'était ma première erreur. Les premières années de notre mariage étaient remplies d'un espoir obstiné de ma part. Je laissais passer les petites choses, les yeux au ciel, les commentaires murmurés quand elle pensait que je ne l'entendais pas, le refus de m'appeler autrement que par mon prénom. Michel minimisait tout cela. Elle traverse une phase, disait-elle. Ne le prends pas personnellement. Mais quand tout ce que vous avez donné est personnel, votre argent, votre temps, votre cœur, il est difficile de ne pas le prendre personnellement. Michel et moi n'étions pas parfaits, mais nous étions fonctionnels. Elle avait la langue acérée, mais un côté tendre quand elle voulait être douce. Au début, elle me remerciait d'être patient avec Amber. Elle me disait que je faisais plus que son ex n'avait jamais fait. Je m'accrochais à ses mots comme à une preuve que j'importais, que ce que je faisais signifiait quelque chose. Mais avec le temps, ces mots se sont asséchés. La gratitude s'est transformée en attente. Mes cadeaux sont devenus partie du mobilier, utiles, mais pas dignes d'être mentionnés. Je me souviens d'un Noël en particulier. Amber devait avoir 16 ans. Je lui ai acheté la tablette à dessin exact dont elle parlait depuis des mois. Elle l'a ouverte, a souri faiblement et a dit « Merci, maman ». Michel ne l'a pas corrigé, ne m'a même pas regardé. C'était comme si je n'étais là que pour ça, un portefeuille avec un battement de cœur, mais je continuais à me dire que ça changerait. Qu'un jour, elle se rendrait compte de ce que j'avais fait pour elle. Que Michel me regarderait et verrait l'homme qui les avait choisis toutes les deux, non par obligation, mais par amour. Parce que je les aimais férocement, stupidement. Et c'est ce qui arrive aux hommes silencieux comme moi. Nous n'explosons pas, nous encaissons jusqu'au moment où nous ne pouvons plus. Ce moment est arrivé un jeudi soir, curieusement silencieux, quand la maison semblait trop lourde et que l'air portait quelque chose de tranchant. Amber était rentrée énervée par quelque chose de trivial. Ses clés de voiture, je crois. Elle était irritable, grossière, et quand je lui ai dit de baisser la voix et de parler avec respect, elle m'a regardé avec cette froideur que j'avais vue 1000 fois et a dit « Tu ne sauras jamais ce que ça fait d'être un vrai papa ». Je suis resté immobile. Cette phrase n'a pas seulement fait mal. Elle m'a humilié et avant que je puisse parler, Michel est entré, a entendu la fin de la phrase, et au lieu de me défendre, au lieu de gronder sa fille, a souri avec moquerie et a murmuré « Tu l'as mérité ». Ce n'était pas l'insulte, ni même la trahison. C'était la confirmation finale de quelque chose que j'avais refusé d'admettre pendant des années. Je n'appartenais pas là. Cette nuit-là, je suis sorti sans dire un mot. Pas parce que j'avais peur de la confrontation, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose d'essentiel. Il y a des gens qui ne vous haïssent pas. Ils ne vous ont simplement jamais vu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai même pas essayé. Je suis resté assis dans ma voiture pendant presque 1 heure, moteur éteint, regardant à travers le pare-brise la lumière du Porsche que j'avais remplacé 2 mois plus tôt. Cette lumière clignotait depuis des semaines avant que je me décide enfin à la réparer.
Amber s'était plainte et Michel l'avait ajoutée à sa liste mentale de choses que je faisais lentement. Quand je l'ai enfin réparé, personne n'a rien dit. Ni merci, ni il était temps. Rien. Silence, comme si c'était mon travail et rien de plus. Mais cette nuit-là, garé dans la même allée que je payais, devant la maison dont je portais seul l'hypothèque, j'ai réalisé à quel point j'avais laissé les autres m'éloigner de mes propres limites. J'avais accepté 1000 petites coupures au fil des années. Le sarcasme déguisé en angoisse adolescente, les dédains passifs de Michel, la sensation constante d'être indésirable dans la vie que j'avais construite pour elle. Et maintenant, ce n'était là plus des coupures, c'était des blessures ouvertes. Les mots d'Amber résonnaient encore dans ma tête. Tu ne sauras jamais ce que ça fait d'être un vrai papa. J'aurais pu crier en retour. J'aurais pu lui rappeler combien de fois son vrai père avait oublié de l'appeler ou avait raté ses anniversaires. J'aurais pu sortir les relevés bancaires ou le dossier où je gardais les reçus de ses frais universitaires. Mais qu'est-ce que ça aurait prouvé? Que j'avais besoin de reconnaissance pour justifier les années que j'avais données? Je ne voulais pas mendier la reconnaissance. Je voulais arrêter de saigner pour des gens qui ne m'offraient pas de pansement. La maison était silencieuse et sombre quand je suis rentré des heures plus tard. Michel était au lit, dos tourné, le éclat du téléphone dans sa main. Elle n'a pas levé les yeux. Je n'ai rien dit. Je suis simplement entré dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Ce n'était pas un geste dramatique, c'était de la survie. Je me suis allongé sur ce matelas dur et j'ai regardé le plafond, engourdi. Cette nuit-là a marqué quelque chose en moi. Ce n'était ni de la colère, ni même de la perte d'amour, c'était de la clarté. Et c'est bien plus dangereux pour une relation morte que n'importe quelle dispute. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Le café se préparait en silence, comme toujours. Je portais le même peignoir de toujours. Je me suis assis dans la même cuisine que j'avais aidé à rénover et j'ai écrit une liste. Pas par rancune, pas par cruauté, mais parce que quelque chose avait changé en moi. La ligne avait été franchie et je n'allais pas faire semblant du contraire. D'abord, j'ai appelé mon banquier. Avec effet immédiat, j'ai dit « Annulez tous les paiements directs pour l'université d'Amber. Arrêtez le virement. Je paierai les éventuelles pénalités. » Il m'a demandé si j'étais sûr. Je n'avais jamais été aussi sûr de ma vie. Ensuite, j'ai annulé sa ligne téléphonique. Elle était sur mon compte depuis ses 15 ans. J'avais payé les factures sans faute, même quand elle dépassait les données ou cassait l'écran pour la 3e fois. Une fois, elle m'avait traité de radin parce que je ne l'avais pas mise à jour vers le nouveau iPhone la semaine même de sa sortie. Plus jamais. Enfin, j'ai laissé une note courte sur la table de la cuisine. Sans colère, sans accusation, juste des faits. Amber. Puisque je ne suis pas un vrai papa, je suis sûr que ton vrai père va maintenant s'occuper de toi et te soutenir. Tes frais universitaires et ta ligne téléphonique ont été annulés. Je te suggère de parler à ta mère de tes prochaines étapes. Le respect se gagne, et le mien est épuisé. Marc. Je suis parti avant que quelqu'un se réveille, pas parce que je fuyais, mais parce que je ne voulais pas qu'on me convainque de rester. Parce que je ne voulais pas entendre la voix de Michel chargée de fausses inquiétudes ou l'indignation théâtrale d'Amber. Je voulais les laisser avec les conséquences. Plus tard ce jour-là, Michel m'a appelé 4 fois. Je n'ai pas répondu. Puis les messages sont arrivés. On peut parler. Tu vas trop loin. Ce n'est qu'une enfant, Marc. Ne fais pas ça. Pas une seule excuse. Pas une seule fois un « je suis désolé de ne pas t'avoir défendu ». Pas un « tu ne méritais pas ça ». Juste du contrôle de dommages. Cette nuit-là, je suis rentré et j'ai trouvé Amber faisant les 100 pas dans le salon, les yeux rouges et crachant du venin. « Tu crois que ça te rend homme ?» a-t-elle lâché en m'accusant de lui avoir coupé le soutien. Je l'ai regardé comme si c'était la première fois. Pas comme quelqu'un que je devais gagner, pas comme quelqu'un que je devais satisfaire, mais comme quelqu'un qui m'avait montré exactement qui elle était. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis un homme, ai-je dit. Je viens juste de réaliser que je ne suis le paillasson de personne. Michel était derrière elle, bras croisés, expression impénétrable. « Marc, a-t-elle dit, tu exagères. C'est à ce moment-là que j'ai su. J'ai su que ce n'était plus seulement Amber. Michel ne pensait pas que quelque chose n'allait pas. Elle croyait que j'étais dramatique. Elle préférait me traiter d'irrationnel plutôt que d'admettre qu'elle avait laissé ça aller trop loin. Je me suis retourné et j'ai monté les escaliers sans un mot. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti petit.
Je me suis senti libre. Le silence dans la maison cette semaine n'était pas paisible. Il était dense, vibrant de l'inconfort de personnes qui ne sont pas habituées à entendre un non. Je me déplaçais en silence, méthodique, m'accrochant à des routines qui semblaient maintenant étranges dans le même espace. La cuisine sentait encore ses bougies à la cannelle. Le canapé avait toujours cette marque de temps de nuit Netflix, mais la chaleur avait disparu de tout. Maintenant, quand je regardais Michel et Amber, c'était comme des gens que j'avais connus autrefois, dans une vie à laquelle je n'appartenais plus. Amber m'évitait au début, claquait les portes, mettait la musique à fond dans sa chambre comme une adolescente à nouveau, mais je n'étais plus intéressé par le jeu de la petite famille. Elle est descendue 2 jours plus tard, téléphone à la main, visage pâle et tendu. « Mon service ne marche pas », a-t-elle dit sans émotion. Je n'ai même pas levé les yeux du journal. « Je sais, je l'ai annulé. » Quoi? Elle a cligné des yeux comme si je parlais soudain une autre langue. « Tu ne peux pas, je l'ai fait. » Sa mâchoire s'est crispée. « Tu es incroyable. »« Non, » ai-je dit en pliant calmement le journal. « Ce qui est incroyable, c'est que j'ai permis que ça continue aussi longtemps. » Michel est intervenu depuis le couloir d'une voix aiguë et impatiente. « Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, ne pas faire ça maintenant? Amber a des examens finaux et elle a besoin de son téléphone pour l'école. Elle peut utiliser le Wi-Fi ?» J'ai répondu. « Et si elle a besoin de plus que ça? Que son vrai père s'en occupe. » Cette phrase est tombée comme une gifle. Michel s'est raidi, la bouche se contractant de colère. Amber est sortie furieuse, marmonnant quelque chose entre ses dents, mais je l'ai entendu. Vieux idiot mesquin, je n'ai pas réagi. Pas parce que je n'étais pas en colère, je l'étais furieux. Mais j'avais appris que le silence coupe plus profondément que les cris. Mon silence était un mur qu'elle ne pouvait plus escalader. Et derrière ce mur, je reconstruisais quelque chose que je n'avais pas depuis des années. Le respect de moi-même. Plus tard ce jour-là, Michel m'a enfin affronté. Sérieusement, tu vas la punir pour quelques mots. C'est une enfant, Marc. Elle a 21 ans, ai-je répondu. Et ce n'est pas la seule qui a parlé. Les yeux de Michel se sont plissés. Ah, donc maintenant tu me punis aussi. Je l'ai regardé fixement. Tu t'entends? Tu es resté là à sourire quand ta fille m'a humilié? Tu ne m'as pas défendu? Tu n'as rien dit et maintenant que l'argent s'est arrêté. Tu veux parler? Elle était en colère. Moi aussi. Maintenant tu agis comme si tu étais la victime, a-t-elle dit les mains sur les hanches. Je n'ai rien dit en marchant vers la chambre d'amis. J'agis comme un homme qui en a assez d'être utilisé. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel de son père, le père biologique d'Amber, un homme avec qui je n'avais jamais parlé directement. Il était poli, presque timide. Michel m'a dit que tu as retiré le soutien pour les frais universitaires. Écoute, je sais qu'on n'a jamais parlé, mais peut-être qu'on peut trouver un arrangement. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Monsieur, ai-je dit, j'ai payé pour une fille qui n'est pas la mienne pendant presque une décennie, pendant que vous étiez un fantôme. Vous ne pouvez pas venir arranger ça maintenant. Clic. Et ainsi, chaque morceau de l'illusion dans laquelle j'avais vécu s'est brisé en quelque chose de tranchant et implacable. À la fin de la semaine, Amber était de retour à la maison à temps plein, suspendue temporairement de l'université pour paiements en retard. Michel était froide, sarcastique, et a cessé de porter son alliance. Elle cuisinait seulement pour elle et Amber, claquait les tiroirs, laissait les lumières allumées, comme si j'étais invisible. Elle pensait à pouvoir me faire honte pour me remettre à ma place, mais la honte ne fonctionne que quand on se soucie encore de ce que quelqu'un pense. Moi, je m'en fichais déjà. Elle m'avait montré exactement qui elles étaient et j'acceptais enfin que j'avais permis cela. Cette prise de conscience ne m'a pas brisé, elle m'a reconstruit. Les crises d'Amber se sont calmées après la première semaine, non parce qu'elle avait soudain mûri, mais parce que la réalité l'avait enfin rattrapée. Elle avait brûlé ses économies en 3 jours. Son père ne répondait plus à ses messages, ses professeurs n'étaient pas compréhensifs avec son urgence financière. Le petit écosystème dans lequel elle avait prospéré, où j'absorbais toutes les conséquences, avait disparu. Maintenant, elle était exposée au froid cru de la responsabilité et ça ne lui plaisait pas. Michel, de son côté, n'a pas explosé, elle s'est figée. Elle m'a donné le traitement silencieux avec une précision théâtrale que seules des années de ressentiment peuvent perfectionner. Mais ce n'était pas un vrai silence. C'était celui qui soupire fort en pliant le linge, celui qui claque les assiettes juste assez pour que vous l'entendiez. C'était un silence conçu pour punir, pour faire honte,
pour me forcer à revenir à mon rôle. L'homme fiable et invisible qui portait tout sans rien demander en retour. Elle a commencé à prendre des décisions mesquines aussi. De petites choses qui ne concernaient pas les tâches en soi, mais le contrôle. Elle faisait la lessive seulement pour elle et Amber. Préparait des repas séparés. Elle a même déplacé certaines de mes affaires de la chambre principale vers celles d'amis. Sans demander. Simplement comme si je devais déjà savoir quelle était ma place. Une nuit, je suis entré dans la cuisine pour me servir un verre d'eau, et j'ai trouvé Amber assise sur l'îlot, vérifiant son téléphone avec le Wi-Fi. Bien sûr, elle ne m'a pas reconnu. Pas même un regard. J'ai servi l'eau, je me suis retourné pour partir, et juste avant de sortir, elle a murmuré « Tu as tout gâché ». Je me suis arrêté. J'ai arrêté de faire semblant. Le lendemain, Michel a essayé une tactique différente, la nostalgie. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé, téléphone à la main, et a commencé à me montrer de vieilles photos. Nous trois en vacances, matin de Noël, la remise des diplômes du lycée d'Amber. « Regarde jusqu'où nous sommes arrivés », a-t-elle dit d'une voix plus douce que depuis des semaines. J'ai étudié son visage. Elle ne se souvenait pas, elle négociait. « Tu veux vraiment jeter tout ça à la poubelle ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je n'ai rien jeté, j'ai juste arrêté de financer des gens qui ne me respectent pas. » Sa douceur a disparu. Son visage s'est durci instantanément. « Tu es cruel ?» Je n'ai pas répondu en me levant. La cruauté, c'est de voir quelqu'un te donner tout et ne recevoir en retour que du mépris. À partir de ce moment, la maison est restée divisée, une guerre froide sans mouvement, seulement de l'amertume statique. J'ai commencé à emballer quelques affaires lentement, pas parce que je partais déjà, mais parce que je savais, au plus profond de mes os, que je ne pouvais plus respirer dans cette maison. L'air lui-même avait été empoisonné par des années de trahison passive. Michel a enfin explosé 2 nuits plus tard. J'étais en train de lire dans la chambre d'amis quand elle est entrée sans frapper, le visage rouge de frustration. « Tu vas vraiment faire semblant que c'est normal, maintenant qu'on vit dans des maisons séparées sous le même toit? » « Je n'ai pas choisi ça, » ai-je dit sans lever les yeux du livre. « Tu es un lâche, » a-t-elle craché. « Tu essaies de me punir, moi et ma fille, parce que ton ego a été blessé. » J'ai abaissé lentement le livre. « Non, » ai-je dit. Je réalise enfin que je me punissais moi-même en restant dans un mariage où je n'ai jamais été vu. Elle n'a pas répondu. Elle était restée là à respirer fort, les poings serrés. Elle s'attendait à ce que je recule, que je m'excuse, que je cède comme toujours, mais je ne l'ai pas fait parce que les fissures dans notre maison n'étaient pas nouvelles. Elles se formaient depuis des années. J'avais simplement arrêté de les recouvrir de peinture fraîche. Il y a un moment particulier, dans chaque effondrement, où la vérité, jusque-là cachée sous les excuses et le déni, surgit à la surface si clairement qu'on ne peut plus l'ignorer. Elle n'explose pas dans la pièce en hurlements. Elle est silencieuse, tranchante et définitive. Pour moi, elle est arrivée un mercredi matin, un jour comme les autres, quand Michel m'a demandé de faire quelque chose avec le chauffe-eau. « Non », a-t-elle dit. « S'il te plaît. » Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Je l'ai regardée de l'autre côté de la table, sa robe de chambre lâche, le café à moitié fini, et pendant un moment j'ai seulement pensé à toutes les choses dont je m'étais occupée au fil des années. Combien d'ampoules changées, de pneus remplacés, de factures payées, de rendez-vous médicaux pris, tout ça pendant qu'elle envoyait des messages, tout ça pendant qu'Amber levait les yeux au ciel, tout ça pendant que je devais me sentir reconnaissant pour une place dans leur ombre. « Non », ai-je dit calmement, « appelle un plombier. » Elle a levé les yeux, vraiment surprise, comme si ce mot n'avait jamais existé dans sa version de moi. « Quoi? Appelle un plombier ?» a-t-elle répété. Elle a cligné des yeux comme si je parlais une langue étrangère. « Tu es mesquin? » ?»« Non, Michel, je suis inaccessible. » Ça l'a déclenché. Elle a poussé la chaise si fort qu'elle a grincé contre le sol. « Tu sais quoi? J'en ai marre de ce putain d'acte de martyr. Tu marches comme un saint blessé, comme si on t'avait tellement maltraité. Nouvelle flash, Marc. Tu as choisi ça. Tu t'es engagé. Personne ne t'a forcé. » J'ai hoché la tête et je peux sortir. « Tu crois que tu es tellement un bonhomme ?» a-t-elle craché. « Mais tu n'es qu'un aigri. Tu voulais un défilé de remerciements pour être beau-père. Ça ne marche pas comme ça. On ne te donne pas une médaille pour faire le minimum. J'aurais pu crier. »
J'aurais pu lui rappeler qu'il n'y avait rien de minimum à payer une université que je n'ai jamais visitée, à emmener une fille à des rendez-vous où on ne me laissait même pas entrer dans le bureau, à rester tard au travail juste pour m'assurer qu'elles avaient ce qu'elles voulaient. Mais je ne l'ai pas fait parce que le masque était enfin tombé. Elle ne m'avait pas seulement cessé de me défendre, elle ne m'avait jamais respecté pour commencer. Tout ce que j'avais fait pour elle était une dette que je lui devais, pas un cadeau que je lui faisais et j'en avais fini de payer. Je vais demander le divorce, ai-je dit calmement. Elle s'est figée. Tu ne parles pas sérieusement. Si, je parle sérieusement. Tu vas jeter 15 ans par-dessus bord pour une dispute. Ce n'était pas une dispute, ai-je dit. C'était 15 ans à essayer de gagner un amour que tu n'as jamais été prête à donner. Elle m'a regardé, la bouche entr'ouverte, comme si les mots ne pouvaient-ils pas s'insérer dans son monde. Tu ne le penses pas, a-t-elle chuchoté. Mais si, je le pensais avec chaque partie de moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans la chambre d'amis. J'ai fait une valise, je me suis enregistré dans un hôtel tranquille et j'ai éteint mon téléphone. Je suis resté allongé à regarder le plafond encore une fois, mais cette fois, l'air semblait différent, plus léger. Je ne m'étouffais plus dans le silence. Pour la première fois depuis des années, je l'écoutais. Pour la première fois depuis des années, je me suis choisi moi. Et ce choix a ressemblé à la liberté. Le bureau de l'avocat sentait le vieux cuir et le café fraîchement fait, curieusement réconfortant, comme un endroit où des décisions difficiles avaient été prises tant de fois que les murs avaient absorbé la détermination de ceux qui s'y étaient assis. Je ne m'étais pas habillé élégamment pour l'occasion. Sans cravate, juste une chemise simple et un jean. Je n'étais pas là pour impressionner qui que ce soit, j'étais là pour terminer quelque chose. L'avocat était plus jeune que je ne l'attendais. Professionnel, mais calme. Il m'a glissé les documents sur la table comme s'il me remettait la liberté dans un dossier. Une fois que vous signez ça, a-t-il dit, vous lancez officiellement la procédure. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? Je n'ai pas hésité. Je n'ai jamais été aussi sûr. Il a hoché la tête. J'ai signé. Et ainsi 15 ans de mariage ont commencé leur compte à rebours officiel vers la fin. Le chemin du retour à la maison, si on pouvait encore l'appeler maison, a été silencieux. Je n'étais pas nerveux, ni en colère, ni même triste. Je ressentais quelque chose de plus profond, de la clarté, comme nettoyer enfin un miroir embué et voir votre reflet, seulement le vôtre, après des années d'être taché par les empreintes des autres. Michel était dans le salon quand je suis entré. Amber n'était pas là, probablement chez une amie, en train de se plaindre à quel point j'étais devenu sans cœur. Michel s'est levé en voyant l'enveloppe dans ma main. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, bien que je vois qu'elle le savait déjà. « Les papiers de divorce, ai-je dit. Je les ai déposés. » Elle m'a regardé avec des centaines de mots se formant derrière ses yeux et mourant avant d'atteindre ses lèvres. « Tu vas vraiment le faire? »« Oui, à cause d'Amber, pas à cause de toi. » Elle s'est assise lentement, les mains tremblantes à peine. « Je pensais qu'on pouvait arranger ça. »« Il n'y a rien à arranger, ai-je dit. Toi et ta fille avez clairement montré qui je suis pour vous. Le type qui paie les factures, le père de secours, celui qui ne mérite même pas le respect le plus basique. On aurait dit qu'elle voulait discuter. Mais les mots ne sont pas sortis. J'ai continué. Tu ne m'as pas défendu quand elle m'a humilié. Tu l'as encouragé. Et quand j'ai enfin posé une limite, tu m'as traité de mesquin. Tu n'étais pas en colère parce que je l'arrêtais, tu étais en colère parce que le train de Gravy s'était arrêté. Je n'ai jamais été ton mari, Michel. J'étais ta sécurité. Les larmes lui ont rempli les yeux. Mais cette fois, elles ne m'ont pas ému. Les gens disent que le divorce est un échec. J'ai continué. Mais rester dans un mariage où je suis invisible, ça c'est le vrai échec. Je choisis simplement de ne plus continuer à échouer. Elle s'est essuyé le visage d'une voix brisée. Alors c'est tout. C'est fini. Ça s'est terminé le jour où tu m'as regardé et as dit « Tu l'as mérité ». C'était la dernière fois que j'ai permis à quelqu'un de me dire que ma loyauté était une faiblesse. J'ai laissé l'enveloppe sur la table, j'ai emballé le reste de mes affaires en silence et je n'ai pas regardé en arrière quand je suis sorti. Il n'y a pas eu de discours grandiloquent ni d'adieu dramatique, juste le son de mes propres pas fermes et assurés. J'ai déménagé dans un petit appartement 2 semaines plus tard. Rien de luxueux. Une chambre, des murs propres, une vue modeste sur un parc que je n'avais pas encore parcouru. J'ai acheté une nouvelle cafetière, un canapé que j'aimais vraiment, et chaque matin je me réveillais sans le poids de la déception de quelqu'un d'autre sur ma poitrine.
Certaines nuits, je pensais à Amber, à Michel, à tout ce que j'avais donné et qui n'avait jamais été reconnu. Mais ces pensées ne me hantaient pas. Elles me rappelaient qui j'étais, ce que j'avais permis et ce que j'avais enfin choisi. Les gens adorent parler de pardon, de famille, de comment on est censé régler les choses. Mais il y a un type de paix qui n'arrive que quand on s'éloigne de personnes qui ne vous ont jamais vu comme suffisant. Et j'ai gagné cette paix le jour où j'ai arrêté de demander la permission de me sentir homme dans ma propre maison. Je n'ai pas perdu une famille, je me suis éloigné d'une illusion et je n'ai jamais regardé en arrière. Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.